Bonjour à tous et bienvenue dans Week-end Mortel, le format dans lequel je vous fais découvrir les curiosités les plus macabres d'une ville. Aujourd'hui, je vous emmène à Paris, dans le 14e arrondissement plus précisément. Je l'adore parce que c'est le plus romantique de la capitale. Entre spleen baudelairien dans les catacombes et sépultures romanesques à Montparnasse, il y a vraiment de quoi tomber amoureux. Ou raide mort. Le parc Montsouris est l'un des lieux arborés les plus paisibles de la capitale. C'est pour ça que j'y emmène souvent mes crushs. Avec un cadre pareil d'ailleurs, je comprends pas trop pourquoi j'arrive pas à conclure. C'est sublime ce lac. Oui hein. En plus c'est rigolo parce qu'il s'est entièrement vidé de son eau le jour de l'inauguration du parc en 1869. Du coup l'ingénieur qui l'a conçu s'est tiré une balle dans la tête. Bon, bah je vais y aller moi. Ah bon? Bah c'est dommage. Trop cool cette balade. Oui hein. Tiens, la youtubeuse, t'as pas des anecdotes sur l'endroit? Ah non, je fais plus ça. Ah si, allez. Bon ok, tu vois la cascade là-bas? Eh ben c'est là-bas que Cléo rencontre Antoine dans le film d'Agnès Varda, Cléo de 5 à 7. C'est aussi là-bas qu'on a découvert le cadavre de 2 jumelles roumaines il y a 3 ans. C'est marrant d'ailleurs parce qu'on sait toujours pas si c'est un suicide ou un meurtre déguisé en suicide. Tu t'en vas? Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est sympa de sortir de la maison de temps en temps. Oh tiens, tu sais quoi? Je vais te raconter une histoire de piles, ça va t'intéresser ça. Tu connais Galvani et Volta, les précurseurs du courant électrique. Bon, comme tu le sais, pour prouver l'efficacité de l'électricité, ils faisaient tressaillir des cadavres de petits animaux. Alors des petits trucs, hein, tu vois, genre des grenouilles, des souris. Et puis ensuite, cette expérience a été reprise par Volta. Mais lui était beaucoup plus ambitieux. Il a utilisé des cadavres beaucoup plus gros, des chevaux, des bœufs. Il faisait ça dans la rue, hein. Ouais, rue de l'école de médecine, carrément. En fait, son truc pour y arriver, c'était de décapiter les animaux et tout de suite après, de mettre le courant électrique directement dans la colonne vertébrale, tu vois. Et bien la légende raconte que quand il a voulu passer à des animaux plus gros, comme par exemple un éléphant, et ben il serait venu faire ses expériences ici. Quoi, toi aussi tu veux t'en aller? Ah mais d'accord quoi, genre vraiment vous êtes tous les mêmes quoi. Non mais vas-y, va-t'en. Bon, je vais aller dans les catacombes, ça va me détendre. Ah, les catacombes de Paris. Une petite merveille qui s'étend sur plus de 11 000 mètres carrés à 20 mètres de profondeur. Elles attirent un demi-million de visiteurs chaque année. Les catacombes parisiennes contiennent les ossements de presque 6 millions de personnes. Pourtant, ces installations n'avaient rien de macabre à leur création, puisqu'il s'agit d'anciennes carrières d'extraction de la pierre calcaire. Une roche célèbre pour sa blancheur homogène qui joua un rôle majeur dans la construction du Paris gothique. Par exemple, quand vous regardez la façade de la cathédrale Notre-Dame, eh bien, c'est le calcaire des catacombes que vous contemplez. L'exploitation de cette pierre a été tellement intense qu'elle a fragilisé les sols et provoqué des effondrements de la chaussée parisienne. En 1774, ce sont 300 mètres de la rue d'Enfer-Rochereau qui se retrouvent précipités plusieurs mètres sous terre. Ce drame fait de nombreux morts au point que Louis XVI interdit définitivement toute extraction de matériaux sous la voie publique. Et dans l'élan, il mandate un architecte pour réhabiliter les souterrains. Ça coûte un paquet de pognon, du coup on cherche à rentabiliser le chantier en donnant aux carrières une nouvelle fonction. Et c'est là que les Maccabées entrent en scène. Nous voici près de la fontaine des Innocents dans le quartier du Châtelet. Aujourd'hui, ici, on trouve essentiellement des gens qui attendent d'autres gens. Surtout des gens jeunes et chauds pour faire la fête. Mais avant, ce lieu accueillait des gars bien refroidis puisqu'il s'agissait de l'un des plus grands cimetières parisiens. Sauf qu'en 1786, l'air est tellement chargé d'une odeur de charogne près du cimetière que les autorités ordonnent sa fermeture. Les statues sont stockées dans les musées et tout ce qui est squelette s'affile direction les catacombes. Un gros boulot puisque le transfert des ossements a duré plus de 6 mois. Évidemment, pour respecter la mémoire des défunts, il fallait impérativement transformer les carrières en un lieu saint. C'est chose faite le 7 avril 1786 quand 3 abbés,
consacre l'endroit. De quoi accueillir dignement les ossements de tous les cimetières paroissiaux qui manquent de place entre 1787 et 1814. Après cette date, les dépôts d'ossements cessent pendant 50 ans. Mais en 1860, c'est reparti pour un tour à cause des travaux d'urbanisme haussmannien qui éventrent allègrement cimetières contemporains et nécropoles anciennes. Dès qu'on trouve des os humains, pof, on les met aux catacombes. Ensuite, il ne se passe plus rien jusqu'en 2017. Cette année-là, rue Sébastopol, le gérant d'un Monoprix se dit « Tiens, si on réaménageait la cave !» Riche idée! 315 morts répartis dans 9 fosses communes lui tombent dans les bras. Enfin, dans les bras de l'INRAP qui est appelé à la rescousse. Ces corps étaient ceux des patients morts dans l'hôpital Sainte-Trinité. Oui, parce qu'à l'époque, chaque hôpital avait un petit cimetière pour enterrer les morts dont les corps n'étaient pas réclamés par la famille. Fun fact, ce cimetière avait été officiellement vidé de ses défunts en 1812 pour être mis aux catacombes. Mais bon, visiblement, une partie de la nécropole avait échappé aux opérations de nettoyage. Après avoir passé toute une batterie d'examens, les os exhumés en 2017 ont rejoint leurs petits camarades sous terre. Et il s'agit du tout dernier dépôt d'os humains effectué dans les catacombes de Paris. Officiellement. Oui, non, parce que en fait, mon ex, ça compte pas. Parce que officiellement, il est pas mort, hein. Non, il est pas mort du tout. Dans les catacombes, les ossements ne sont pas simplement stockés, ils font partie intégrante de l'architecture et forment des motifs géométriques en suivant la tradition médiévale. Ce rangement vous paraît merveilleux? Eh bien, ne croyez pas que l'ensemble des ossements soit parfaitement rangé comme ça. Ici, on suit la méthode dite des hagues et des bourrages. Ça consiste à construire un parement bien propre en façade avec les os longs et les crânes les mieux conservés et à coller tout le reste des ossements en vrac derrière. Louis-Étienne Héricard de Thury a consolidé la structure des carrières par des ajouts architecturaux aussi efficaces qu'esthétiques. Petit florilège des machins jolis qui ont été rajoutés là surtout pour ne pas que le ciel nous tombe sur la tête. Voici la fontaine de la Samaritaine, d'inspiration égyptisante. Elle est également nommée source du Léthé ou source de l'oubli. Dans la mythologie grecque, le Léthé était un fleuve, situé près du Styx, sur le chemin des enfers. Les défunts devaient boire son eau avant de poursuivre leur chemin. Ces eaux avaient la très belle vertu de faire oublier aux morts leur vie passée. Bon, c'est bien poétique tout ça, mais d'un point de vue strictement fonctionnel, la fontaine de la Samaritaine permet surtout de gérer une remontée naturelle de la nappe phréatique qui a été très gênante pendant les travaux. Les ouvriers ont eu un mal fou à canaliser cette humidité. Un bassin a donc été nécessaire pour recueillir l'eau. En 1813, des poissons ont même été mis dans la fontaine. Et les pauvres dorades chinoises sont devenues aveugles et stériles en un rien de temps. Le manque de lumière leur a été fatal. Et voici la crypte du Sacellum. Elle contient la reproduction d'un tombeau antique qui a été retrouvé sur les bords du Rhône en 1807. Cette découverte a été un événement tellement important pour l'archéologie à l'époque qu'elle a inspiré l'architecte des catacombes. Dans cet endroit, on a célébré des messes pour les morts chaque année jusqu'au milieu des années 70. Nous voici dans un endroit de l'ossuaire très particulier puisqu'il a été utilisé comme morgue de fortune pendant la Révolution française. On trouve d'ailleurs ici des plaques commémorant les événements les plus sanglants de cette période. Et voici le tout premier monument construit dans l'ossuaire, la lampe sépulcrale. Elle a été réalisée en 1809 ou 1810. Initialement, une grosse pierre creuse contenant un petit feu était présent à cet endroit. Alors le feu, ça servait surtout à activer la circulation de l'air dans la galerie, hein. C'était pas pour faire de l'éclairage. Pour commémorer cette structure ancienne, l'architecte a créé une lampe sépulcrale constituée d'une coupe antique sur un piédestal. Et enfin, voici le sublime sarcophage du Lacrimoire. Contrairement à ce que son nom semble indiquer, cette structure ne contient absolument aucun corps. Il s'agit d'un simple pilier de renforcement de la structure à qui on a donné l'apparence d'un monument funéraire. Ce sarcophage s'appelle également le tombeau Gilbert, en hommage aux vers macabres du poète lorrain Nicolas-Joseph Florent Gilbert, qui sont écrits sur la pierre inférieure du pseudo-sarcophage. Écoutez plutôt. « Au banquet de la vie, infortuné convive, j'apparus un jour et je meurs. Je meurs, et sur ma tombe où lentement j'arrive,
nul ne viendra verser de pleurs. Super! Non mais c'était une bonne idée cette visite pour se remonter le moral, hein? Envie de prendre un peu l'air après des heures sous terre? Direction le cimetière du Montparnasse. 19 hectares, 35 000 concessions, dont certaines abritant des personnalités hautes en couleurs. Maupassant, Baudelaire, Duras et une jeune inconnue russe dont la tombe déchaîne les passions depuis une décennie. Voici la tombe de Tatiana Rachenskaya, une jeune femme qui s'est suicidée à Paris en 1910. Elle tombe éperdument amoureuse de son prof de français, Solomon Marbet. Sauf que visiblement, c'est pas réciproque, alors la jeune fille décide d'aller se pendre dans son appartement. Son appartement à lui, pas son appartement à elle. Sympa. Mais la belle n'a pas tout perdu puisque l'artiste Constantin Brancusi lui fait alors une sublime statue pour sa tombe. Une statue liée à sa célébrissime série des baisers. Un homme et une femme enlacés ont donc été extraits d'un bloc de calcaire brun. Ici, Brancusi opte pour la forme couple-colonne, où les jambes des deux modèles apparaissent. Mais vous pouvez également voir dans cette série des formes cubiques, où les corps sont tronqués, comme sur l'exemplaire du centre Pompidou. Cette petite merveille est installée en 1910 au cimetière du Montparnasse. Depuis, les ayants droit de la trépassée et l'État français se livrent une bataille sans merci autour de la sculpture. Il faut dire que Constantin Brancusi est le second artiste contemporain le plus cher du monde, alors forcément. Cette sculpture vaut minimum 10 millions d'euros. Et elle pourrait même s'arracher jusqu'à 50 millions d'euros aux enchères. Enfin, si on se base sur les résultats de la vente du bronze La jeune fille sophistiquée, qui est partie récemment pour 71 millions de dollars. Du coup, forcément, les héritiers de Tatiana Rachenskaya aimeraient bien la vendre. La statue, pas Tatiana. Non, ça se fait pas. Pour éviter ça, une nomination de la sépulture au monument historique a été émise en 2010, avant d'être annulée en décembre 2021. Sous prétexte que Brancusi n'aurait pas gravé lui-même l'épitaphe, le juge a estimé que la tombe et la sculpture ne pouvaient pas être considérées comme un tout indissociable. Brancusi et le socle, c'est une grande histoire d'amour, les gars. Comme Giacometti, Brancusi fait du socle une œuvre d'art à part entière. Que Brancusi ait décidé de coller cette sculpture sur cette tombe, étant donné l'importance qu'il donnait au support, ça devrait suffire à rendre l'œuvre tout entière inaliénable. Mais bon, visiblement, les avocats de la partie civile ont séché les cours d'histoire de l'art et n'ont pas jugé bon de demander l'avis d'un spécialiste. Où vais-je aller me balader la prochaine fois? Dans les prochains mois, je vais avoir l'occasion de pas mal me balader parce que j'ai très envie de venir à votre rencontre dans les librairies pour vous présenter mon nouveau livre qui sort le 5 octobre aux éditions Gallimard. Alors si votre ville est mortelle, dites-moi dans les commentaires les lieux que je dois absolument venir visiter. A très bientôt pour de nouvelles aventures archéologiques et macabres, et d'ici là, restez vivants!